Je m'appelle Arthur. J'ai 32 ans. Il y a 10 ans, ma famille m'a jeté comme du lait périmé parce que j'avais refusé de passer le reste de ma vie à dépérir dans leur cabinet comptable exigu et étouffant. Ils m'ont dit que j'étais une honte. Ils m'ont dit que j'étais destiné à être un échec total, un moins que rien qui passerait sa vie à récurer les sols. Et ce soir, alors que je me tenais sur les marches de marbre immaculées et majestueuses de l'hôtel de luxe le plus exclusif de toute la ville, mon propre frère a physiquement bloqué les lourdes portes vitrées, me riant au nez, me disant que je n'avais pas les moyens de poser un pied à l'intérieur. « Tu ne penses tout de même pas sérieusement entrer ?» a ricané Julien, sa voix dégoulinant de ce poison familier et condescendant que je connaissais depuis l'enfance. Ma mère, Béatrice, se tenait juste derrière lui, ses yeux froids scrutant ma tenue avec un dégoût pur et sans mélange, tandis qu'elle murmurait « Ne nous embarrasse pas, Arthur. Les gens à l'intérieur comptent vraiment. Tu n'as pas ta place ici. » Ils se sont moqués de moi devant le voiturier, le portier et les clients fortunés qui passaient. Ils m'ont traité comme un chien errant mendiant des restes à un banquet. Mais il y avait un détail massif, de taille à changer une vie, qu'ils ignoraient. La structure grandiose et imposante derrière eux. Les lustres en cristal projetant une lumière dorée sur la rue. Le restaurant étoilé au guide Michelin. Ce marbre italien importé sur lequel ils se tenaient. Je possédais tout cela. Je possédais l'intégralité du bâtiment. Et au moment même où mon frère me disait de dégager et de retourner à ma vie pathétique, mon imposant chef de la sécurité s'avançait déjà vers la porte pour m'accueillir. Ils étaient sur le point d'apprendre de la manière la plus humiliante qui soit que l'aveuglement familial coûte cher. Avant que je ne vous raconte exactement ce qui s'est passé lorsque ces portes se sont ouvertes et que la vérité est tombée comme une bombe, cliquez sur le bouton « J'aime » si vous croyez que la vraie justice finit toujours par triompher. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires d'où vous nous regardez ce soir. Maintenant, retournons là où ce cauchemar et ma vengeance froide ont réellement commencé. L'air ce soir-là était parfaitement frais, transportant la légère odeur saline de l'océan, mêlée au parfum personnalisé et coûteux de jasmin blanc que j'avais personnellement sélectionné pour le système de ventilation de l'hôtel. C'était un détail que la plupart des gens manqueraient, mais ce sont ces détails invisibles qui faisaient du Grand Azur le joyau de la couronne de la silhouette de la ville. Je me tenais sur la vaste terrasse avant, sentant la carte d'accès lisse, noir mat et personnalisée brûler dans ma poche. Le sang affluait au bout de mes doigts, les faisant picoter d'un mélange d'anticipation et de chagrin profond et non résolu. J'avais conçu cette entrée exacte. J'avais choisi la nuance exacte de bleu azur pour le grand hall qui s'étendait à l'infini derrière les massives portes vitrées. J'étais allé en Italie pour choisir personnellement les dalles de marbre sous mes pieds. Pourtant, j'étais là, debout dehors dans la brise du soir comme un démarcheur indésirable, tandis que mon frère Julien bloquait physiquement l'entrée. Julien, l'enfant chéri de la famille. Il portait un costume qui semblait cher à un œil non averti, mais je connaissais l'industrie de l'hôtellerie et du luxe sur le bout des doigts. Je m'y connaissais en tissu. Je m'y connaissais en coupe. Son costume était du prêt-à-porter, fortement retouché pour avoir l'air sur mesure, une tentative désespérée de projeter une richesse qu'il ne possédait pas réellement. Il était vice-président dans une banque régionale, une banque qui, ironiquement, était actuellement noyée sous les créances douteuses et me suppliait désespérément de lui confier mes comptes d'entreprise. Il planta fermement ses chaussures en cuir sur le pas de la porte, croisant les bras sur sa poitrine comme un videur de boîte de nuit bon marché. « C'est le Grand Azur, Arthur, » dit Julien, baissant la voix pour adopter ce murmure condescendant et apitoyé qu'il avait perfectionné depuis notre adolescence. Le menu dégustation à lui seul coûte plus cher que ce que tu gagnes en un mois entier. Tu n'as même pas de réservation. Tu ne peux pas simplement entrer ici comme ça. S'il savait seulement que j'avais personnellement passé 3 semaines éprouvantes à Paris à travailler côte à côte avec notre chef exécutif pour créer ce menu dégustation précis. J'ai gardé mon visage totalement neutre. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas élevé la voix. J'avais passé 10 ans à maîtriser mes émotions dans des salles de conseil d'administration à enjeux élevés. Les insultes mesquines de Julien n'étaient rien comparées à une offre publique d'achat hostile. Je l'ai juste regardé, sentant le poids de la lourde enveloppe en cuir italien dans la poche intérieure de ma veste. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvait l'acte de propriété d'une superbe villa de vacances en Toscane, l'une des propriétés les plus exclusives et les plus recherchées de mon entreprise. Elle était entièrement payée. Elle était destinée à être un cadeau pour le 60e anniversaire de notre père. Une offrande de paix, une dernière tentative de combler le fossé. C'est mon père aussi, Julien, dis-je,
ma voix remarquablement stable, ne trahissant rien de la tempête qui faisait rage dans ma poitrine. Avant que Julien ne puisse lancer une autre insulte toxique, une voix tranchante et familière fendit l'air du soir, coupant la douce musique de jazz qui s'échappait du hall. Arthur. Ma mère, Béatrice, apparut de l'ombre du vestibule, s'avançant juste derrière Julien. Elle portait un lourd collier de perles qu'elle avait acheté immédiatement après les funérailles de mon grand-père, en utilisant une part de l'héritage qu'elle avait farouchement et impitoyablement gardé du reste de la famille élargie. Elle s'approcha de Julien, ses yeux inspectant immédiatement ma tenue de haut en bas, faisant le calcul mental qu'elle faisait toujours pour déterminer la valeur de quelqu'un. Je portais un costume anthracite fait sur mesure, cousu à la main par un maître tailleur à Milan. Il coûtait plus cher que toute sa collection de bijoux réunis. But parce qu'il n'avait pas de logo de créateur tapageur et reconnaissable affiché sur la poitrine ou sur la boucle de ceinture, son cerveau snob l'avait immédiatement classé comme une imitation bon marché provenant d'un grand magasin à bas prix. « Qu'est-ce que tu fais ici, au nom du ciel » siffla-t-elle, regardant nerveusement autour d'elle les autres clients, comme si ma simple présence risquait d'infecter les clients fortunés qui passaient près de nous avec de la pauvreté. Nous en avons discuté. Je t'ai envoyé un SMS explicite. Oui, elle l'avait fait. Ce matin-là, mon téléphone avait vibré, affichant un message que j'avais fixé pendant 5 minutes complètes, les mots se gravant dans mes rétines, ne viens pas à l'anniversaire de papa. C'est au Grand Azur. Tu n'as pas les moyens. Ne nous embarrasse pas. J'ai apporté un cadeau, dis-je doucement, tapotant l'intérieur de ma veste, leur offrant une dernière chance de se comporter comme une vraie famille. Julien laissa échapper un grand rire moqueur qui fit tourner les têtes de plusieurs clients qui arrivaient. Qu'est-ce que c'est ? Une carte cadeau pour un fast-food où as-tu réussi à économiser assez de pourboire dans le restaurant de bord de route que tu gères pour lui acheter une cravate bon marché ? Ma mère soupira. Un soupir lourd, dramatique et exaspéré, qu'elle réservait habituellement aux réunions de copropriété lorsqu'un voisin peignait sa clôture dans une nuance de beige qu'elle désapprouvait. Quoi que ce soit, je suis sûr que le cadeau de ton frère est beaucoup plus approprié, dit-elle d'un ton empreint d'une sévérité absolue et définitive. Julien vient d'obtenir une promotion massive dans sa banque. Tu sais, il gère d'importants portefeuilles immobiliers maintenant. C'est une réussite. Je savais exactement ce que faisait la banque de Julien. Je le savais parce que ma division financière d'entreprise m'avait envoyé leur rapport trimestriel pas plus tard qu'hier. Ils étaient en difficulté. Ils perdaient de l'argent, cherchaient désespérément une injection de capitaux, noyés sous des prêts toxiques. La promotion de Julien n'était qu'un réarrangement désespéré des chaises de pont sur un navire en train de couler. Enfin, au moins tu essaies de te présenter, je suppose, ajouta-t-elle, me jetant un regard apitoyé et d'une douceur écœurante. Mais tu ne peux absolument pas entrer. Nous avons réservé tout l'étage VIP. C'est réservé à la famille et aux invités de marque. Des gens qui ont vraiment fait quelque chose de leur vie. L'étage VIP. Mon étage VIP. Celui que j'avais entièrement rénové il y a 6 mois, choisissant personnellement les œuvres d'art, les luminaires en cristal et la densité exacte des fils des fauteuils de salon en velours. L'ironie était si forte qu'elle en était physiquement étouffante. Il y a tout juste 24 heures, j'étais assis dans une salle de conseil aux parois de verre et je signais une expansion de 100 millions de dollars pour la chaîne Azur. J'employais plus de 4000 personnes dans le monde. Mon salaire personnel et mes dividendes feraient s'étrangler Julien avec son cocktail hors de prix. Et pourtant, pour eux, j'étais toujours le fuyard, la déception, l'échec permanent. Je regardais au-delà d'eux à travers la vitre impeccable, contemplant le hall que j'avais construit à partir de zéro. Je voyais les œuvres d'art que j'avais sélectionnées, le personnel que j'avais personnellement formé. Pendant une seconde éphémère et douloureuse, le petit garçon en moi eut envie de faire demi-tour, de remonter dans ma voiture et de partir dans la nuit pour leur laisser leur grande illusion, disparaître à jamais. Mais alors, du coin de l'œil, je vis les lourdes portes en laiton du bureau de la sécurité s'ouvrir. Owen, mon chef de la sécurité, sortit dans le hall. C'était un colosse, un ancien marine qui m'accompagnait depuis que j'avais acheté mon tout premier motel délabré. Il m'aperçut à travers la vitre. Il vit Julien bloquer mon chemin. Sa mâchoire se serra et il commença à marcher d'un pas vif vers l'entrée, sa radio grésillant sur son épaule. Le moment de vérité fonçait sur nous. But alors que je regardais le reflet d'Owen dans la vitre, mon esprit ne se concentra pas sur la victoire imminente, il fut projeté violemment en arrière. Je fus ramené de force dans le passé,
dans les souvenirs sombres et étouffants du moment précis où cette blessure profonde et purulente au sein de ma famille s'était ouverte. Il y a 10 ans, le monde était très différent, et j'étais une personne très différente. J'avais 22 ans, je venais de terminer mes études universitaires et j'étais piégé dans une vie qui ressemblait à une condamnation à mort lente et douloureuse. Mon père, Richard, possédait un cabinet comptable de taille moyenne. Ce n'était pas glamour, loin de là, mais cela payait les factures, finançait les abonnements sans fin de ma mère au country club et, plus important encore, cela donnait à mon père un contrôle tyrannique absolu sur nos vies. Dans son esprit rigide, les chiffres étaient la seule vérité de l'univers. Si vous n'étiez pas comptable, avocat ou médecin, vous étiez essentiellement un paysan. Vous étiez la domesticité. Julien était rentré parfaitement dans le rang comme un bon petit soldat. Il avait fait des études de finance, était revenu et était immédiatement devenu le bras droit de mon père, cirant les bottes des associés et méprisant le personnel administratif. Moi, en revanche, je détestais chaque seconde de cette vie. Je détestais le bureau stérile, les tableurs interminables, la monotonie écrasante de la saison des impôts. J'avais passé mes années universitaires à faire des quarts de nuit épuisants dans des hôtels haut de gamme, complètement fasciné par le ballet complexe de l'hôtellerie. J'aimais l'énergie, les opérations complexes, le défi intense de créer un environnement où les gens se sentaient pleinement pris en charge. Je voulais construire des espaces qui faisaient se sentir les gens vivants, pas les enterrer sous de la paperasse. Le point de rupture absolue se produisit par un mardi étouffant et humide de juillet. Je venais de refuser formellement une offre pour reprendre la division fiscale junior du cabinet. Au lieu de cela, je suis entré dans le bureau de mon père et je lui ai annoncé que j'acceptais un poste d'adjoint à la direction dans un hôtel-boutique du centre-ville. Je sens encore l'odeur du café rassis et amer dans son bureau. Je vois encore les veines gonfler violemment sur son cou alors que son visage prenait une teinte cramoisie dangereuse. « Tu es en train de gâcher ta vie », avait hurlé mon père, frappant son lourd bureau en acajou de son poing si fort que les stylos avaient tremblé dans leur peau. « Un hôtel ? Tu veux porter des bagages et aller chercher de la glace pour gagner ta vie ? Je n'ai pas vidé ton compte d'études pour que tu deviennes un serveur glorifié. C'est de la gestion hôtelière, papa, avais-je essayé d'expliquer, ma voix tremblante mais ma colonne vertébrale tout à fait résolue. C'est une industrie de plusieurs milliards de dollars. J'ai un plan solide. Je veux apprendre les opérations à la base et, à terme, ouvrir mes propres propriétés. Un plan pour être un serviteur, cracha-t-il, pointant un doigt tremblant vers ma poitrine. Julien assure l'héritage de notre famille. Il bâtit une véritable richesse. Tu es une honte absolue. Si tu passes cette porte pour de bon, n'espère pas un seul centime de ma part. N'attends pas mon aide lorsque tu échoueras inévitablement et que tu reviendras en rampant. Ta mère et moi en avons fini de financer tes délires. Tu es complètement livré à toi-même. Il pensait que la menace de la ruine financière me briserait. Il pensait que me couper les vivres me forcerait à me jeter à genoux et à le supplier de me rendre mon bureau. Il avait la dent dure, mais il avait tort. Je l'ai regardé droit dans les yeux, je me suis retourné et je suis parti. J'ai fait mes valises le soir même, n'emportant que ce qui tenait dans ma berline cabossée. Ma mère n'est même pas sortie de sa chambre pour me dire au revoir. Elle a simplement verrouillé la porte. Tante Clara, la sœur de ma mère, était la seule dans le couloir pendant que je transportais mes cartons. Elle m'a tapoté le bras, les yeux écarquillés par une sympathie feinte et mielleuse. « Oh, Arthur, tu fais une si terrible, terrible erreur. Cela me brise le cœur de te voir faire ça à tes parents. Mais ne t'inquiète pas, je vais prier pour toi. » Je ne le savais pas encore, mais tante Clara était l'informatrice en chef et la marchande de poison de la famille. Elle se nourrissait de la misère des autres comme un parasite. Au cours des années suivantes, elle rechercha activement la moindre difficulté insignifiante que je pouvais rencontrer pour l'amplifier 100 fois, la rapportant à ma mère comme un délicieux bavardage lors des dîners du dimanche. Si ma voiture tombait en panne et que je devais prendre le bus pendant une semaine, Clara disait à ma mère que je faisais face à un procès massif pour dettes impayées. Si je déménageais dans un appartement plus petit et moins cher pour économiser de l'argent pour mes idées d'affaires, Clara leur disait que j'étais menacé d'expulsion et que je vivais dans la rue. Elle construisait méticuleusement un récit selon lequel je me noyais, que ma vie était un désastre, et ma famille adorait chaque seconde de cette histoire parce que cela leur donnait raison. Ils avaient besoin que j'échoue pour valider leur propre choix misérable. Les 3 premières années par mes propres moyens furent absolument brutales. Je travaillais 80 heures par semaine.
Je dormais à peine. Je vivais de nouilles instantanées bon marché, de café noir et des petits pains restants de la cuisine de l'hôtel. Mes pieds étaient couverts d'ampoules à force de rester debout dans le hall pendant 14 heures par jour. Mais j'ai tout appris. Je suis devenu une éponge. J'ai appris les chaînes d'approvisionnement mondiales, l'évaluation immobilière complexe, la psychologie de la clientèle fortunée et la gestion de crises brutales. À la 4e année, j'avais économisé une somme décente, trouvé quelques petits investisseurs providentiels qui croyaient en ma vision. Et rédigé un plan d'affaires infaillible de 300 pages pour racheter une propriété historique en faillite à la lisière de la ville et la transformer en un complexe de bien-être de luxe. C'était brillant. C'était mon ticket d'or pour sortir de la galère. Et c'est exactement à ce moment-là que le premier véritable couteau fut planté directement dans mon dos. Son nom était Liam. Nous avions été colocataires à l'université et il était la seule personne de mon ancienne vie en qui j'avais encore confiance. C'était un jeune courtier immobilier, affamé et ambitieux. Je l'avais fait venir pour m'aider à négocier l'achat de la propriété. Nous avions passé 6 mois assis à ma table de cuisine étroite et collante, buvant de la bière bon marché jusqu'à 3 heures du matin, à planifier les rénovations massives, à projeter les flux de revenus et à obtenir les permis de zonage. Je lui faisais confiance comme à un frère. À vrai dire, je lui faisais plus confiance qu'à mon propre frère. Une semaine avant le jour où je devais m'asseoir et signer les papiers finaux pour acquérir la propriété, le propriétaire a cessé de répondre à mes appels. Son courtier ne répondait plus aux emails. 2 jours douloureux plus tard, j'ai vu un communiqué de presse dans le journal économique local. La propriété historique avait été achetée lors d'une transaction accélérée entièrement en espèces par Victor Vance, un promoteur immobilier local impitoyable et louche, connu pour transformer de belles propriétés en complexes d'appartements bon marché et sans âme. Pris de panique, j'ai pensé qu'il y avait eu une fuite. J'ai appelé Liam à plusieurs reprises, lui laissant des dizaines de messages vocaux. Son téléphone était déconnecté. Son appartement était vide. Il m'a fallu 3 jours de recherche frénétique pour le retrouver. Je l'ai finalement déniché dans un restaurant de grillades haut de gamme et ridiculement cher du centre-ville. Je suis entré et il était là, portant une Rolex neuve et étincelante, riant autour d'un scotch coûteux avec Victor Vance lui-même. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène ni renversé la table. Je me suis simplement approché de leur banquette en cuir, mon cœur battant si fort et si violemment contre mes côtes que je pensais qu'elles allaient se briser. Liam a levé les yeux et tout le sang s'est instantanément retiré de son visage suffisant. « Arthur » a-t-il bégayé, serrant son verre. « Écoute, mec. Ne rends pas ça bizarre. C'est juste les affaires. Tu sais comment est ce milieu. Il avait vendu le travail de toute ma vie. Il avait pris mon plan d'affaires exclusif, mes modèles financiers profondément étudiés et toute ma stratégie de rénovation, et les avait vendus à Victor pour une commission d'intermédiaire de 50 000 $. Il avait vendu tout mon avenir, ma porte de sortie, pour le prix d'une berline de taille moyenne. Tu savais que c'était tout ce que j'avais, dis-je, ma voix dangereusement basse, vibrant d'une rage que je ne me savais pas capable de ressentir. Tu t'es assis chez moi et tu as mangé ma nourriture pendant que tu planifiais ma ruine. Victor Vance s'est contenté de ricaner, coupant nonchalamment dans son steak saignant, le sang s'accumulant sur l'assiette en porcelaine blanche. Je suis sorti de ce restaurant complètement vidé. Il me restait 32 $ sur mon compte courant. J'avais maximisé chaque carte de crédit que je possédais pour payer les frais juridiques initiaux et les études. Je faisais face à une faillite totale et incontournable. Ce soir-là, assis sur le sol en linoléum froid de mon appartement vide et sombre, écoutant la pluie frapper la fenêtre, j'ai touché le fond absolu. J'ai pensé à abandonner. J'ai pensé à appeler mon père. J'ai même tenu mon téléphone fissuré dans ma main, composant les 3 premiers chiffres de son numéro. Je pouvais entendre sa voix satisfaite et victorieuse dans ma tête, je te l'avais dit. Rentre à la maison. Prends un bureau au fond et admets que tu es un échec. Admets que j'avais raison. J'ai jeté le téléphone à travers la pièce. Il s'est fracassé en morceaux contre la cloison sèche. Je n'ai pas pleuré. Quelque chose en moi, une part douce, pleine d'espoir et naïve d'Arthur est morte sur le sol de cet appartement. J'ai réalisé dans cette pièce sombre que le monde se moque de votre passion, de vos sentiments ou de votre travail acharné. Le monde respecte le rapport de force. Le monde respecte le pouvoir indéniable et écrasant. Et j'ai décidé à ce moment précis que j'allais acquérir tant de pouvoir,
tant de richesses indéniables que personne, ni mon père, ni Julian, ni Liam, et certainement pas Victor Vance ne pourrait plus jamais me regarder de haut. Je n'aimais pas seulement le succès. J'avais besoin de construire une forteresse. J'avais besoin de bâtir un empire. Je pensais que le pire de mes trahisons était passé. Je pensais que rien ne pouvait faire plus de mal qu'un meilleur ami vous vendant pour une montre. Je me trompais tellement. La véritable douleur, le poison rampant et insidieux, était ce que ma propre famille de sang prévoyait de me faire ensuite. La remontée depuis ce fond du gouffre fut féroce, implacable et entièrement dévorante. Je n'ai pas dormi une nuit complète pendant 1 an. J'ai accepté un poste de gestionnaire dans un hôtel-boutique en faillite et complètement délabré dans le mauvais quartier de la ville. L'endroit était infesté de moisissures, le personnel était horrible et les avis catastrophiques. J'ai proposé un marché aux propriétaires désespérés, je travaillerais pour un salaire de base qui était pratiquement le salaire minimum, mais en échange, je demandais 30% des bénéfices si je redressais la propriété en 12 mois. Il a pensé que j'étais un gamin désespéré et stupide. Il a ri et a accepté le marché. C'est là que j'ai rencontré le chef Marcus. Marcus était un génie absolu en cuisine, un prodige culinaire, mais il avait un tempérament de feu qui l'avait fait blacklister de tous les établissements de cuisine raffinés de la ville. Nous étions 2 marginaux brisés qui n'avaient absolument plus rien à perdre. Je lui ai donné le contrôle complet et incontesté du menu et du budget de la cuisine. Il m'a donné sa loyauté farouche et inébranlable. Ensemble, nous travaillions 20 heures par jour. Nous avons licencié le personnel paresseux. Nous avons récuré les sols nous-mêmes. Nous avons transformé cet hôtel délabré et oublié en la réservation de dîner la plus difficile et la plus exclusive à obtenir de tout l'État. En l'espace de 18 mois, les bénéfices ont grimpé en flèche, et j'ai pris mes 30% pour racheter entièrement le propriétaire. Ce fut la naissance silencieuse et courageuse d'Azur Hospitality. À partir de là, j'ai agi avec la précision chirurgicale et froide d'une machine. J'ai acquis une 2e propriété, puis une 3e, ciblant des hôtels sous-évalués et les transformant en havres de luxe. Je n'ai pas acheté de vêtements chers. Je n'ai pas acheté de voitures de sport. Je n'ai pas acheté de manoir. Je vivais dans un appartement modeste et réinvestissais chaque centime dans l'immobilier commercial. J'ai constitué une équipe d'entreprise composée de véritables requins, des avocats, des comptables et des directeurs des opérations qui étaient les meilleurs de leur secteur. J'ai trouvé Owen, mon chef de la sécurité, lors d'un conflit syndical brutal dans mon 3e hôtel. Il a géré une situation violente avec une autorité si calme et terrifiante que je l'ai embauché sur le champ, doublant son salaire. À la fin de la vingtaine, j'étais multimillionnaire. À 30 ans, j'étais milliardaire, mais je gardais mon nom entièrement à l'écart de la presse. Azur Hospitality appartenait à une société holding qui appartenait à une fiducie extraterritoriale gérée par un labyrinthe d'entités juridiques. J'étais un fantôme. C'est exactement ce que je voulais. Je voulais construire la forteresse si haute et si épaisse que le temps que quiconque réalise qui était à l'intérieur, elle serait entièrement impénétrable. Pendant tout ce temps, ma famille est restée complètement et joyeusement ignorante. Pourquoi ? Parce qu'ils ne m'ont jamais posé de questions. Ils ne se sont jamais assez souciés de s'enquérir de ma vie. Lors des dîners de Thanksgiving obligatoires, ils passaient toute la soirée pénible à parler de la nouvelle voiture de location de Julian, de son hypothèque ou du handicap de golf de mon père. Lorsqu'ils tournaient inévitablement leur regard condescendant vers moi et me demandaient ce que je faisais, je disais vaguement, toujours dans l'hôtellerie. Ils levaient les yeux au ciel, soupiraient lourdement, changeaient immédiatement de sujet, et tante Clara lançait un regard pitoyable et moqueur à travers la table. Ils supposaient que j'étais un responsable d'équipe de niveau intermédiaire, luttant pour payer mon loyer, noyé sous les dettes. Et je les laissais le croire, car plus ils croyaient que j'étais inférieur à eux, plus leur véritable et laide couleur se révélait. Le tournant majeur, le moment précis où j'ai réalisé que je ne pouvais plus simplement les éviter, mais que je devais activement et vigoureusement leur donner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais, s'est produit il y a exactement 6 mois. J'étais assis dans mon vaste bureau de grand standing dominant la ville, passant en revue les résultats trimestriels, lorsque mon gestionnaire immobilier pour notre division européenne de luxe a appelé ma ligne privée. « Monsieur, nous avons une situation assez délicate avec la villa de Toscane », a-t-il dit d'un ton stressé. La villa de Toscane était notre joyau absolu. Un domaine du XVIe siècle restauré à la perfection avec des vignobles privés, un personnel de 10 personnes et un héliport.
Elle se louait 40 000 $ la semaine, strictement à des célébrités de premier plan et à la royauté. Quel est le problème, ai-je demandé, levant à peine les yeux d'un accord de garde pour l'une de mes employées fidèles, dont je couvrais discrètement les frais juridiques pour la protéger d'un ex-mari violent. Un nouveau client a demandé à la louer pour un mois entier cet été. Conformément au protocole, nous avons vérifié ses finances pour nous assurer qu'il répond aux exigences de liquidité. Monsieur, il n'en est même pas proche. Il est lourdement endetté. Multiples hypothèques, lignes de crédit au maximum, zéro actif liquide. Lorsque nous avons formellement refusé sa demande, il a piqué une crise de colère monumentale. Il menace de poursuites judiciaires, alléguant de la discrimination, et il est actuellement en train de traîner notre marque dans la boue sur Twitter, en taguant des blogs de voyage. Quel est son nom? Ai-je demandé, agacé. Julian Thompson, monsieur. J'ai arrêté d'écrire. Le stylo s'est figé dans ma main. J'ai fixé le téléphone. Mon frère Julian essayait de louer ma villa la plus chère, probablement pour impressionner le conseil d'administration de sa banque ou sa fiancée superficielle, et mon système financier automatisé l'avait rejeté parce que, concrètement, il était fauché. C'était un tigre de papier vivant à crédit. Monsieur, dois-je demander au service juridique d'envoyer une mise en demeure? Je me suis adossé à mon fauteuil de direction en cuir, un sourire lent, sombre et dangereux se dessinant sur mon visage. Quelle audace, quelle hypocrisie absolue. Non, dis-je doucement, regardant la silhouette de la ville. Envoyez-lui un email d'entreprise standard et très poli lui indiquant que la propriété est définitivement indisponible pour son profil. Ne mentionnez sous aucun prétexte mon nom. Plus tard cette semaine-là, je me suis forcé à assister à un dîner de famille obligatoire chez mes parents. Ce fut atroce. Julian passa 20 minutes à se plaindre bruyamment et agressivement des snobs arrogants d'Azure Hospitality qui refusaient de lui louer une villa, prétendant que leur système était défaillant. C'est absolument scandaleux, renchérit ma mère en passant agressivement la purée de pommes de terre. Julian a un salaire énorme. Il est vice-président. Ces gens ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils passent à côté d'une opportunité commerciale incroyable. J'ai bu une gorgée lente et délibérée de mon eau glacée. Peut-être ont-ils simplement des critères financiers extrêmement stricts, Julian. Les propriétés de luxe exigent généralement des preuves d'actifs liquides, pas seulement un titre de poste. Il m'a foudroyé du regard, le visage rouge de colère. Qu'est-ce que tu y connais, toi, aux critères de luxe, Arthur? Tu changes des draps et tu débouches des toilettes pour gagner ta vie. Reste à ta place. Je n'ai pas réagi. Je ne me suis pas défendu. J'ai juste laissé le silence s'installer dans la salle à manger, lourd et épais, absorbant leur mépris. Puis vint l'insulte finale, le catalyseur de la confrontation de ce soir. Le 60e anniversaire de mon père approchait. C'était censé être une étape monumentale. Je savais que mes parents prévoyaient un grand événement somptueux pour frimer devant leurs amis du country club et leurs associés. Au fond de moi, une petite part débattait de l'opportunité de leur faire simplement un énorme chèque, de rembourser l'hypothèque restante de leur maison et de révéler enfin la vérité au cours du dîner. Peut-être qu'à 60 ans, mon père serait prêt à abandonner sa fierté et que nous pourrions repartir à zéro. Puis, hier matin, mon téléphone a vibré sur ma table de chevet. C'était un SMS de ma mère, Arthur, à propos de l'anniversaire de papa demain. Nous avons décidé de l'organiser au Grand Azur. C'est un endroit extrêmement exclusif et haut de gamme. Pour être tout à fait honnête, nous pensons que tu ne devrais pas venir. C'est un événement en tenue de soirée stricte, et tu n'as tout simplement pas les moyens de t'offrir la tenue ou le menu dégustation. Nous invitons des clients très importants de la banque de Julian et du cabinet de ton père. Ne viens pas à l'anniversaire de papa. Ne nous embarrasse pas devant des gens qui comptent. Nous irons déjeuner la semaine prochaine dans un petit restaurant de quartier. J'ai lu le SMS 4 fois. Je l'ai lu jusqu'à ce que les lettres s'embrouillent. Tu n'as pas les moyens. Ne nous embarrasse pas. Ils organisaient une fête de vanité pour impressionner leurs amis snobs dans mon hôtel phare et m'interdisaient activement l'accès au lieu parce qu'ils croyaient sincèrement que ma pauvreté était une maladie contagieuse qui ruinerait leur image. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas jeté mon téléphone cette fois. J'ai marché calmement vers mon bureau en acajou, j'ai décroché mon interphone et j'ai appelé mon assistante exécutive. Annulez toutes mes réunions de l'après-midi, dis-je, ma voix complètement dépourvue d'émotion, froide comme la glace.
J'ai besoin que l'acte de propriété de la Toscane soit immédiatement intégré dans un acte de donation fiduciaire, et mettez-moi en relation avec l'équipe d'acquisition immobilière. Je veux un rapport complet sur le bâtiment commercial situé à l'angle de la 5e et de Maine. Le bâtiment à l'angle de la 5e et de Maine, l'immeuble exact qui abritait le cabinet comptable de mon père. La tempête ne se contentait plus d'approcher, j'allais la porter directement sur le pas de leur porte, et ils allaient s'y noyer. Le matin de la fête, je me suis réveillé des heures avant que le soleil ne franchisse l'horizon. Mon appartement de grand standing était plongé dans un silence de mort, à l'exception du vrombissement rythmé et lointain de la circulation urbaine 50 étages plus bas. Je me tenais devant les immenses baies vitrées de ma cuisine, buvant du café noir, contemplant la silhouette de la ville alors qu'elle s'éveillait lentement. Je possédais 5 des gratte-ciels commerciaux que je pouvais voir de cette fenêtre même. J'avais bâti un héritage sur les cendres de leur rejection. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de colère aveugle. La colère est désordonnée. La colère vous fait élever la voix, perdre votre sang-froid et commettre des erreurs. Aujourd'hui, il s'agissait de précision chirurgicale. Il s'agissait de leur tendre un miroir si grand, si terrifiant de clarté, que ma famille n'aurait absolument pas d'autre choix que de regarder leur propre reflet grotesque et hypocrite. À 9 heures précises, mon avocat principal chargé des acquisitions, Thomas, est arrivé chez moi. C'était un juriste brillant qui avait mené à bien mes transactions les plus complexes. Il posa un épais classeur en cuir sur ma table à manger en verre et l'ouvrit. Les derniers documents pour le bloc commercial de la 5e et de Maine sont prêts pour votre signature, Arthur, dit Thomas en cliquant sur son stylo coûteux et en pointant les sections surlignées. J'ai ouvert le dossier. Les contrats de bail de chaque locataire de l'immeuble s'y trouvaient. J'ai tourné lentement jusqu'à la page 4, Thomson et Associés Comptabilité, le cabinet de mon père. J'ai lu les informations financières jointes au bail. Ils arrivaient à peine à payer leur loyer. Ils avaient 2 mois de retard sur les frais d'entretien. L'ancien propriétaire de l'immeuble essayait désespérément de se débarrasser de cette propriété déficitaire depuis des mois pour éviter de perdre de l'argent, et j'étais intervenu par le biais d'une société écran discrète pour acheter tout le pâté de maison en espèces. J'ai pris le stylo et j'ai signé mon nom sur la ligne pointillée. D'un seul coup de stylo à l'encre noire, je suis officiellement devenu le propriétaire de mon père. Je détenais désormais le pouvoir de l'expulser avec un préavis de 30 jours. J'enregistre cela auprès de la ville immédiatement, a déclaré Thomas en rangeant respectueusement sa mallette. Oh, et les documents de transfert de propriété pour la villa de Toscane sont dans cette enveloppe. Elle est entièrement transférée dans la fiducie comme vous l'avez demandé. Il me tendit une petite enveloppe lourde de couleur crème. Le papier était épais, texturé et respirait la vieille fortune. Je la glissai dans la poche intérieure de ma veste de costume, sentant son poids contre ma poitrine. J'ai passé le reste de la journée dans un état de calme absolu. J'ai fait du sport. J'ai lu des rapports. Je n'ai pas pensé à ma mère ni à Julien. À 18 heures, je suis descendu dans mon garage privé climatisé. Je n'ai pas pris le SUV de l'entreprise et je n'ai pas fait appel à mon chauffeur habituel. Je voulais être seul. Je suis passé devant la rangée de véhicules de luxe et j'ai appuyé sur la télécommande de la Porsche 911 Turbo S. Le moteur a rugi dans le bunker de béton. Un grondement profond, rauque et agressif qui a vibré au centre de ma poitrine. En conduisant à travers la ville au crépuscule, passant les vitesses en douceur alors que les lampadaires commençaient à s'allumer, j'ai ressenti un sentiment de paix étrange et envahissant. L'anxiété paralysante qui me tourmentait habituellement pendant des jours avant chaque événement familial obligatoire avait complètement disparu. Je n'étais plus le gamin de 22 ans effrayé et désespéré qui mendiait l'approbation de son père. J'étais un titan. J'étais l'architecte de ma propre réalité. Je me suis garé devant l'entrée majestueuse du Grand Azur alors que le ciel prenait une teinte violette profonde. Le voiturier, un jeune étudiant travailleur nommé Marcos, dont je payais anonymement les frais de scolarité par le biais d'une bourse d'études privée de l'entreprise, s'est immédiatement précipité pour ouvrir la portière de la Porsche. « Bonsoir, Monsieur Thomson », a dit Marcos, ses yeux écarquillés par un respect et une gratitude sincère, sans aucune crainte. « Bonsoir, Marcos. Garde-la à proximité. »« Je ne serai peut-être pas long, » dis-je en lui tendant les lourdes clés. J'ai lissé les revers de ma veste. J'ai senti l'enveloppe reposer en sécurité contre mes côtes. J'ai monté lentement les marches de marbre majestueuses, entendant le son élégant d'un orchestre de jazz en direct s'échapper du hall principal.
Et cela nous ramène exactement à ce moment explosif. Juste en face du visage suffisant et arrogant de mon frère Julien, debout dans l'embrasure de la porte, bloquant physiquement mon chemin vers mon propre bâtiment. Juste en face de l'horreur de ma mère, crispée sur ses perles à ma simple présence, me traitant comme une maladie. Qu'est-ce que les gens vont penser s'ils apprennent que le fils raté de papa sert leur boisson, s'était moqué Julien, visiblement ravi de sa propre cruauté, regardant autour de lui pour voir si quelqu'un admirait sa domination. Je les ai regardés. Je les ai vraiment regardés pour la première fois en 10 ans. Ils semblaient si incroyablement petits, si mesquins, piégés dans leur monde désespéré et fragile d'apparence et de faux statuts, complètement inconscients de l'océan de pouvoir que je contrôlais juste hors de leur vue. En fait, dis-je calmement, ma voix tranchant sans effort leur rire arrogant, froide et acérée comme un scalpel, je pense que je vais rester. Avant que ma mère ne puisse ouvrir la bouche pour crier, avant que Julien ne puisse gonfler la poitrine et tenter de me repousser dans les escaliers, les lourdes portes en laiton de l'hôtel s'ouvrirent avec un bruit sourd. Owen, mon chef de la sécurité, sortit sur la terrasse. Il ne regarda pas ma mère. Il n'aima même pas l'existence de Julien. Le silence qui s'abattit sur l'entrée majestueuse fut absolu. Il fut assourdissant. C'était le bruit d'un mensonge de 10 ans pulvérisé en une seule seconde. J'ai regardé Julien. Le sourire moqueur et suffisant sur son visage ne s'est pas simplement effacé, il s'est brisé en 1000 morceaux. Ma mère a physiquement reculé comme si elle avait été frappée, sa main se portant à sa gorge pour serrer ses perles, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Mais je n'en avais pas fini. La véritable destruction, le démantèlement absolu de toute leur réalité, n'avait même pas encore commencé. Tout va bien ici, monsieur le PDG? Votre ascenseur privé pour l'étage VIP vous attend. Ces mots, prononcés avec l'autorité indéniable du chef de la sécurité, flottèrent dans l'air frais de la soirée. Ils résonnèrent contre les colonnes de marbre italien importé qui encadraient l'entrée du Grand Azur. Pendant 10 secondes complètes, le monde cessa de tourner. Les bruits de la circulation, le jazz élégant s'échappant du hall, les conversations discrètes des clients fortunés, tout s'évanouit dans un vide épais et étouffant de silence absolu. Je gardais les yeux fixés sur mon frère aîné, Julien. Je regardais avec une fascination froide et profondément satisfaisante son cerveau tenter désespérément d'intégrer une réalité qui brisait complètement sa vision du monde. Le rictus arrogant plaqué sur son visage depuis 32 ans se désintégra. Sa mâchoire se détendit, s'ouvrant sous le coup d'un choc pur et sans mélange. Le sang quitta ses joues si rapidement qu'il sembla sur le point de s'évanouir sur les marches. « Comment l'avez-vous appelé » bégaya Julien, la voix brisée, totalement dépourvu de l'autorité condescendante qu'il affichait quelques instants plus tôt. Il regarda Owen, puis moi, puis à nouveau Owen, ses yeux s'agitant comme un animal traqué cherchant une issue inexistante. C'est impossible, il y a une erreur. C'est Arthur. C'est mon frère. Il gère un routier bon marché. Ce n'est personne. Il n'a même pas de vrai salaire ni de fonds de retraite. Regardez-le. Owen, mon colosse d'ancien marine, ne s'y pas. Il n'offrit aucun sourire poli. Il fit un pas vers Julien, sa stature imposante projetant une ombre sombre sur le costume de prêt-à-porter de mon frère. Il n'y a absolument aucune erreur, monsieur, dit Owen d'une voix basse et menaçante qui imposait un respect immédiat. Monsieur Arthur Thompson est le fondateur, unique propriétaire et PDG d'Azur Hospitality Group. Cet hôtel lui appartient. Il possède le terrain sur lequel il est construit. C'est lui qui signe mes chèques de paie et décide de qui est légalement autorisé à pénétrer ici. À présent, je vous conseille vivement de vous écarter et de libérer l'accès pour le propriétaire de ce bâtiment avant que je ne vous fasse expulser physiquement. Ma mère, Béatrice, laissa échapper un son entre le soupir et l'étouffement. Sa main serrait son collier de perles si fort que je crus sincèrement que le fil allait rompre et éparpiller les perles sur le sol. Elle me fixa, les yeux écarquillés par une terreur panique. Elle regarda à nouveau mon costume milanais sur mesure, mais cette fois, le filtre snob et méprisant de son cerveau avait été violemment arraché. Soudain, elle ne voyait plus une imitation bon marché de grande surface. Elle voyait les coutures artisanales. Elle voyait la puissance tranquille et indéniable d'une immense richesse qui n'a pas besoin d'un logo tapageur pour s'annoncer. « Arthur » murmura-t-elle, la voix tremblante, paraissant fragile et incroyablement vieille. « Tu possèdes le Grand Azur. Tout ce bâtiment. » Je ne lui répondis pas. Je n'avais plus à justifier mon existence ou ma fortune devant elle.
Le temps des explications était dépassé depuis une décennie. J'ajustais simplement mes poignets, adressais un léger signe de tête approbateur à Owen et passais devant eux. Je ne bousculais pas Julian. Je ne l'effleurais même pas. J'avançais simplement avec une détermination absolue, et il recula instinctivement, ses jambes fléchissant sous lui. Il avait l'air d'un homme qui venait de réaliser qu'il avait apporté un couteau en plastique dans un duel au pistolet. Dès que je franchis le seuil des lourdes portes vitrées pour entrer dans le grand hall majestueux, l'atmosphère changea du tout au tout. C'était comme si j'avais franchi une frontière invisible, passant d'un passé misérable et lourdement critiqué à un présent puissant et incontestable. Le hall du Grand Azur était un chef-d'œuvre de luxe moderne. D'immenses lustres en cristal pendaient des plafonds voûtés, projetant une lueur dorée et chaleureuse sur les sols en marbre bleu azur importé. L'air était parfumé de cette signature de jasmin blanc mêlé aux arômes riches de la cuisine étoilée préparée en cuisine. Chaque détail, de la hauteur des compositions florales aux panneaux acoustiques dissimulés dans le plafond, avait été méticuleusement approuvé par mes soins. Alors que je traversais le hall, mon personnel réagit instantanément, faisant preuve de respect et de professionnalisme. « Bonsoir, Monsieur Thompson », lança Rachel, ma brillante responsable de la réception, depuis son comptoir en acajou, en m'adressant un salut respectueux. J'avais personnellement approuvé une prime importante pour elle l'année précédente après qu'elle eut géré un client célèbre et difficile avec grâce et discrétion. La suite exécutive est prête pour l'événement de votre famille, monsieur, ajouta un concierge en chef, s'avançant pour m'accueillir. Le chef Marcus a personnellement supervisé le menu dégustation comme demandé. Chaque employé que je croisais se redressait, me saluait par mon nom et me témoignait un respect sincère et mérité qu'on ne peut pas acheter par la peur. C'était un respect forgé par des années de leadership direct, de négociations salariales équitables, de promotions internes agressives et d'une culture d'entreprise qui traitait ses employés comme des êtres humains plutôt que comme des ressources jetables. Derrière moi, j'entendais les pas lents, hésitants et traînants de ma mère et de mon frère. Ils me suivaient dans un état de choc total et paralysé. Ils regardaient le hall comme s'ils le découvraient pour la toute première fois. Ils contemplaient les œuvres d'art dignes d'un musée que j'avais rassemblé, les arrangements floraux somptueux que j'avais approuvés et l'échelle époustouflante de la richesse exposée. Nous atteignîmes la rangée d'ascenseurs privés dissimulés au fond du hall. Cet ascenseur n'avait pas de bouton pour le grand public. Il nécessitait une carte d'accès biométrique spécialisée et un scan d'empreinte digitale. Je sortis la carte noire mat de ma poche, la passai sur le lecteur lumineux et pressai mon pouce contre la vitre. Les lourdes portes en acier brossé s'ouvrirent silencieusement, révélant une cabine habillée de noyer sombre et dotée d'un éclairage d'ambiance doux. « Vous venez ?» demandai-je en jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule. Ma voix était totalement plate, ne trahissant aucune émotion. Ils entrèrent dans l'ascenseur, se collant contre la paroi du fond comme si j'étais radioactif. Julian respirait lourdement, ses yeux balayant frénétiquement le petit espace. Ma mère serrait son sac à main si fort que ses articulations étaient blanches. La montée vers l'étage VIP se fit dans un silence de plomb. Le seul bruit était le doux vrombissement mécanique de l'ascenseur nous élevant de plus en plus haut dans le ciel. Je gardais les yeux fixés sur l'indicateur d'étage numérique, regardant les chiffres défiler. 50, 55, 60. À chaque étage franchi, je sentais le rapport de force de notre histoire familiale basculer définitivement. Pendant 10 ans, ils avaient contrôlé le récit. Ils m'avaient dépeint comme le fils irresponsable et insensé qui avait sacrifié une carrière stable en comptabilité pour une chimère. Ils s'étaient servis de ma prétendue pauvreté pour rehausser leur propre réussite médiocre. Ce récit était en train de partir en fumée. Lorsque les portes s'ouvrirent enfin sur le toit terrasse, les bruits d'une fête mondaine et somptueuse nous parvinrent. L'étage VIP était à couper le souffle. Des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue panoramique à 360 degrés sur la ville scintillante. Des serveurs en smoking impeccable circulaient avec des plateaux d'argent chargés de champagne millésimé et de caviar beluga. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin, offrant un fond sonore sophistiqué aux discussions de la haute société. La pièce était remplie de l'élite de la ville, des promoteurs immobiliers de renom, des avocats d'affaires puissants, des politiciens locaux et des dirigeants de banque. C'étaient les personnes que mes parents avaient invitées pour valider leur propre ego fragile. C'étaient les personnes que ma mère me disait trop pauvres et embarrassants pour côtoyer. À l'autre bout de la pièce, assis en bout d'une immense table de banquet richement décorée, se trouvait mon père, Richard. Il tenait un lourd verre de scotch single malt en cristal,
riant bruyamment d'une plaisanterie qu'on venait de lui raconter. Il était complètement dans son élément, se délectant de l'illusion de son immense succès. Il ressemblait à un homme qui se croyait le roi du monde, intouchable. Je pris une profonde inspiration, sentant la lourde enveloppe de couleur crème reposer en sécurité dans la poche de ma veste. Le piège de leur propre suffisance était parfaitement tendu. Le public était en place, et j'allais le déclencher. Je sortis de l'ascenseur et marchai lentement, d'un pas assuré, sur les tapis épais tissés à la main en direction de la table d'honneur. Ma mère et Julien me suivaient à quelques pas comme des fantômes effrayés, complètement muets, leurs yeux parcourant nerveusement la pièce alors qu'ils prenaient conscience de l'ampleur de la situation. À mon passage, les têtes commencèrent à se tourner. Les conversations s'interrompirent. Le tintement des verres en cristal fit place à un silence tendu et expectant. Ce n'était pas parce que je m'invitais à la fête en tenue négligée. C'était parce que ces gens, les piliers de l'industrie de cette ville, savaient exactement qui j'étais. Aux yeux du public, je restais discret. Mais dans les cercles fermés de l'immobilier commercial et de la finance, le nom d'Arthur Thomson imposait une autorité absolue. J'étais l'homme qui achetait des pâtés de maison en espèces. J'étais l'homme qui pouvait faire ou défaire un projet d'aménagement d'un simple coup de fil. J'atteignis la table d'honneur au moment où mon père buvait une gorgée de scotch avec complaisance. Il posa son verre, son regard balayant la pièce avant de s'arrêter sur moi. Pendant une fraction de seconde, son visage se crispa dans un masque de fureur pure. Esau le fils qu'il avait banni. Esau le raté qui avait refusé de rejoindre le cabinet familial. Il ouvrit la bouche, s'apprêtant sans doute à me hurler dessus, à exiger que la sécurité me traîne par le col pour avoir gâché sa soirée parfaite et coûteuse. Arthur, gronda mon père, la voix basse, haineuse et pleine de mépris. Qu'est-ce que tu fiches ici? Ta mère t'a dit explicitement que tu n'étais pas le bienvenu. Tu ne peux pas débarquer comme ça dans ton costume d'imitation et gâcher ma soirée. Je vais te faire arrêter. Arthur Thomson. Interrompit une voix forte et joviale, coupant court à la menace de mon père. Un homme se fraya un chemin à travers la foule près de la table. C'était Monsieur Sterling, le milliardaire PDG de la banque régionale où travaillait Julien. Sterling était un géant de la finance, un homme d'affaires impitoyable que Julien vénérait et craignait au plus haut point. Julien avait passé les 100 ans Thanksgiving à se vanter de sa proximité avec Monsieur Sterling, une affirmation de toute évidence mensongère. Sterling marcha droit vers moi, un immense sourire chaleureux aux lèvres, et me serra vigoureusement la main. Mon Dieu, Arthur, je n'avais aucune idée de ta venue ce soir. J'essaie de joindre ton équipe d'acquisition depuis 3 semaines concernant le prêt de sauvetage que ma banque sollicite désespérément auprès de ta holding. C'est un honneur de te rencontrer enfin en personne en dehors d'une salle de conseil. La bouche de mon père se ferma d'un coup. Sa mâchoire en tomba presque sur la table. Le scotch coûteux déborda du verre en cristal pour se répandre sur ses chaussures cirées. Il regarda Sterling, puis moi, son cerveau étant incapable de surmonter une telle dissonance cognitive. Avant qu'il ne pût prononcer un mot, Thomas, mon avocat d'affaires principal et l'un des juristes les plus redoutés de l'État, sortit de la foule. Il assistait à la soirée en tant qu'invité de l'un des cabinets d'avocats avec lesquels mon père faisait affaire. Arthur, ravi de vous voir, dit doucement Thomas en m'adressant un salut respectueux. Et turne tout mon père, qui semblait sur le point de faire un arrêt cardiaque. Richard, vous avez gardé cela bien secret. Je n'avais aucune idée que votre fils était le mystérieux fondateur et PDG d'Azur Hospitality. Vous devez être incroyablement fier. Votre fils est pratiquement en train de racheter toute la côte est. Son portefeuille immobilier est intouchable. Le silence dans la pièce était désormais total. On aurait pu entendre une aiguille tomber sur le tapis. Je regardais Julien. Il fixait Monsieur Sterling, son patron, l'homme qui détenait sa carrière, son salaire et ses futures promotions entre ses mains. Et cet homme si puissant me traitait comme un roi, me suppliant de lui accorder une grâce financière. Julien semblait sur le point de vomir sur le sol. Azur Hospitality, articula enfin mon père dans un souffle rauque. Et looked at me, les yeux écarquillés, espérant que quelqu'un lui dise qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. C'est à toi. Oui, dis-je d'une voix calme et assurée, assez forte pour que les tables environnantes entendent chaque mot. Je possède les 42 propriétés à travers le monde. Je possède les terrains. Je possède la marque et je possède la société holding. Ma mère retrouva enfin la parole.
Elle écarta Julien, les mains tremblant violemment, des larmes de panique perlant dans ses yeux. Mais comment? Pendant tout ce temps, nous pensions que tu n'étais qu'un simple serveur luttant pour payer ton loyer. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Pourquoi as-tu menti à ta propre famille? Je n'ai jamais menti, Béatrice, dis-je froidement, l'appelant par son prénom pour rompre définitivement le lien maternel. Vous ne m'avez jamais posé de questions. Vous n'avez pas cru en moi il y a 10 ans quand vous m'avez jeté à la rue avec une valise et une vieille voiture. Pourquoi partagerais-je ma réussite avec des gens qui ne mesurent la valeur d'une personne qu'à la taille de son compte bancaire? Vous m'avez banni pour protéger votre précieuse réputation. Vous avez passé 10 ans à vous moquer de moi. Vous ne méritiez pas de savoir. Je reportai mon attention sur mon père. Il s'était affalé sur sa chaise, paraissant soudain très petit, fragile et vaincu. Mais je ne suis pas venu ce soir uniquement pour le buffet, Richard, continuai-je en m'approchant de la table. Je plongeai la main dans ma veste et sortis la lourde enveloppe de couleur crème. Je la jetai sur la table. Elle atterrit avec un bruit mat à côté de son gâteau d'anniversaire élaboré. « Qu'est-ce que c'est » demanda mon père, fixant l'enveloppe comme s'il s'agissait d'une grenade prête à exploser. « C'est l'acte de propriété d'une villa historique avec personnel en Toscane, dis-je. » Julien laissa échapper un soupir pathétique derrière moi. « La villa que j'ai essayé de louer. »« Exactement, » dis-je en plongeant mon regard dans celui de mon frère, le regardant se tortiller. Celle pour laquelle tu as piqué une colère noire quand mon système automatisé a rejeté ta demande parce que tu n'avais pas les moyens de payer la caution. Le gestionnaire immobilier m'a transmis tes emails furieux. C'est ma propriété personnelle, et j'allais l'offrir à papa ce soir pour ses 60 ans, libre de tout engagement. Un transfert de propriété complet. Mon père tendit une main tremblante, ses doigts effleurant le coin de l'enveloppe. Arthur, mon fils, je. Ne m'appelle pas comme ça, tranchai-je, ma voix se brisant sous le coup d'une décennie de colère refoulée, le réduisant instantanément au silence. Tu as perdu le droit de m'appeler ton fils la nuit où tu m'as dit que j'étais un raté pour avoir poursuivi un rêve. Mais la villa n'est pas le seul bien immobilier dont nous devons parler ce soir. Je me penchai sur la table, posant les deux mains à plat sur la nappe blanche immaculée, fixant mon père droit dans les yeux. Hier matin, mes avocats ont finalisé l'achat du bloc commercial de la 5e et de Maine, dis-je d'une voix basse et glaciale. Je possède l'immeuble, Richard, ce qui signifie que je possède officiellement le bail principal de Thomson et Associés Comptabilité. Je suis votre propriétaire et d'après mon audit financier, vous avez 2 mois de retard sur vos frais d'entretien. Vous arrivez à peine à payer votre loyer. Mon père devint blême. Il semblait avoir reçu un coup en plein cœur. Et Julien, dis-je en me redressant pour faire face à mon frère. Ta promotion ne signifie absolument rien. Ta banque se noie sous les dettes toxiques. C'est précisément pour cela que Monsieur Sterling ici présent supplie ma société d'investissement de lui accorder un prêt de sauvetage massif. Un prêt que je n'ai pas encore décidé d'approuver. Je balayai la pièce du regard. Les invités de marque que mes parents avaient conviés pour les impressionner les regardaient à présent avec un mélange de pitié et de dégoût. Dans la haute société, rien n'est plus embarrassant que d'être démasqué comme un imposteur. Vous m'avez banni de mon propre hôtel ce soir parce que vous pensiez que je n'avais pas les moyens de me payer un repas, dis-je, ma voix résonnant dans la pièce silencieuse. Vous aviez peur que je vous embarrasse devant vos amis. Eh bien, j'espère que vous apprécierez la fête. Ce soir, tout est offert par la maison. Considérez cela comme un cadeau d'adieu. Je leur tournai le dos et m'éloignai. Je ne regardais pas en arrière. Je n'en avais pas besoin. L'explosion avait déjà tout rasé derrière moi. Le silence dans cette pièce était la plus belle victoire que j'eusse jamais obtenue. La suite immédiate de cette révélation fut une démonstration brutale de la nature impitoyable de l'ascension sociale et de la politique mondaine. Le temps que j'atteigne les grandes portes doubles menant à la terrasse privée du toit, toute la dynamique de la pièce s'était effondrée sur ma famille. Les invités fortunés, les avocats, les banquiers, les personnes même que mes parents avaient passé des décennies à courtiser pour leurs affaires, les abandonnèrent instantanément. Ils sentaient le sang. En l'espace de quelques secondes après mon discours, Monsieur Sterling tourna le dos à Julien, faisant comme si mon frère n'existait plus, et commença à aborder mon avocat spécialisé dans les acquisitions, Thomas, désespéré de sauver le prêt de sauvetage de sa banque. Julien resta seul au milieu de la pièce, semblable à un enfant perdu et terrifié. Je sortis sur la vaste terrasse.
L'air frais de la nuit frappa mon visage, m'apportant une clarté soudaine. En dessous de moi, les lumières de la ville s'étendaient comme un océan de diamants scintillants. Je m'approchai de la balustrade en verre renforcé, la saisissant à deux mains, prenant une profonde inspiration. 10 ans, 10 longues années de labeur, de sacrifice et de construction, pour aboutir à ces 5 minutes de délivrance. J'entendis la lourde porte vitrée coulisser derrière moi. Je ne me retournerai pas. Je savais exactement de qui il s'agissait. Arthur. C'était mon père. Sa voix était totalement dépouillée de son arrogance habituelle. Cette assurance toxique qu'il portait comme une armure de fer avait disparu. Elle était faible, tremblante. C'était la voix d'un homme brisé et vaincu qui venait de regarder son univers s'effondrer. Je me retournai lentement. Richard se tenait à quelques pas, la main légèrement posée sur sa poitrine, paraissant 10 ans de plus qu'1 heure auparavant. « Arthur, s'il te plaît, commença-t-il, faisant un pas hésitant et tremblant vers moi. « Nous devons parler. » Je ne savais pas. Si j'avais su ce que tu bâtissais, si j'avais su que tu dirigeais Azur, les choses auraient été différentes. Je t'aurais soutenu. Je t'aurais aidé. Tu aurais fait quoi, Richard? L'interrompis-je d'une voix dénuée de chaleur, tranchante comme un scalpel. Tu m'aurais respecté? Tu m'aurais aimé? Il acquiesça avidement, passant complètement à côté du sujet, toujours prisonnier de sa logique transactionnelle. Oui, tout à fait. J'ai toujours su que tu avais du potentiel. Je me suis montré dur parce que je voulais que tu réussisses. C'était de l'amour vache. Et regarde-toi à présent. Tu es milliardaire. Tu es un géant de l'industrie. Je suis incroyablement fier de toi, mon fils. S'il te plaît, tu devais nous pardonner. Nous sommes une famille. Nous partageons le même sang. Je le fixais. Je regardais cet homme avec qui je partageais mon ADN, cet homme dont j'avais tant désiré l'approbation autrefois, et je ne ressentis rien d'autre qu'une profonde pitié. Il ne comprenait sincèrement pas ce qu'il avait fait de mal. Il ne s'excusait pas de m'avoir brisé le cœur. Il s'excusait d'avoir sous-estimé mon compte en banque. Tu ne m'as pas poussé vers la réussite, Richard, dis-je doucement, la vérité éclatant enfin au grand jour. Tu m'as rejeté. Tu m'as jeté parce que je n'entrais pas dans ton petit tableau Excel de vie. Tu ne respectes la réussite que lorsqu'elle est prouvée, emballée et déposée à la banque. Tu ne respectes pas l'effort. Tu ne respectes pas la personne. Tu ne me respectes pas. Ce n'est pas vrai. Plaida-t-il, des larmes aux yeux, les mains tremblantes. Tu es mon garçon. Je t'aime. Si j'étais entré dans cette pièce ce soir en tant qu'adjoint à la direction gagnant 40 000 $ par an, tu aurais laissé Julien et la sécurité me jeter à la rue, déclarai-je en le fixant. Tu aurais ri avec tes amis de ce fils raté qui ne pouvait même pas s'offrir un costume. Le pardon n'est pas le sujet ici, Richard. Le respect l'est, et tu n'en as pas. Ni pour moi, ni pour toi-même. Je passai devant lui, m'arrêtant une seconde près de son épaule. Je ne vais pas expulser ton cabinet, dis-je calmement. Continue de payer ton loyer et tu pourras garder tes bureaux. Je suis un homme d'affaires, pas un monstre. But, c'est la dernière fois que nous nous parlons. Profite de la vue. Je rentrai à l'intérieur, le laissant seul dans le froid. En traversant la salle VIP pour rejoindre l'ascenseur privé, j'eus un dernier aperçu du désastre. La fiancée de Julien, issue de la haute société et qui ne se souciait que du statut social, lui jeta son alliance coûteuse à la figure, hurlant contre ses mensonges financiers. « Tu m'avais dit que tu gagnais plus de 500 000 $ par an, criait-elle, sans se soucier du public. Tu m'avais dit que nous achetions une maison sur les hauteurs. Tu n'as même pas de fonds d'épargne pour ton propre avenir. Et ta banque supplie ton frère de lui prêter de l'argent. C'est fini entre nous. Ne t'avise pas d'appeler mon avocat. » C'était la rupture de fiançailles la plus rapide à laquelle j'eusse assisté. Julien hyperventilait, la tête entre les mains, regardant sa carrière et sa relation s'évaporer simultanément. Ma mère était assise seule à une immense table, pleurant à chaudes larmes, essayant désespérément d'expliquer à une de ces chaises vides qu'elle avait toujours soutenu mes rêves. C'était un enterrement. L'enterrement d'une dynamique familiale bâtie sur le mensonge, le jugement et l'orgueil toxique. Je montai dans l'ascenseur, appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée, et alors que les portes se refermaient, me séparant d'eux pour toujours, je sentis un poids immense se détacher de mes épaules.
6 mois plus tard, les conséquences de cette soirée étaient totales, profondes et irréversibles. La banque de Julien fit l'objet d'une restructuration massive. J'ai finalement refusé le prêt de sauvetage, invoquant une gestion instable et de mauvaises prévisions immobilières. Monsieur Sterling licencia Julien une semaine plus tard pour réduire les coûts et s'éloigner de l'embarras. Mon frère, sans revenus et avec une montagne de dettes de cartes de crédit, fut contraint de vendre ses voitures de luxe et de déménager dans un petit appartement de banlieue, ruiné par la dette qu'il avait accumulée pour paraître riche. Mes parents devinrent des parias au sein de leur country club. Dans ce milieu, personne ne veut s'associer à des parents publiquement exposés pour avoir abandonné leur fils milliardaire. Leurs invitations cessèrent du jour au lendemain. J'étais assis dans mon bureau, passant en revue l'acquisition d'un nouveau complexe dans les Caraïbes, lorsque mon assistante m'appela par l'interphone. « Monsieur Thompson, votre tante Clara est à la réception. Elle n'a pas de rendez-vous, mais elle insiste sur le fait qu'il s'agit d'une urgence familiale absolue. » Je m'adossai à mon fauteuil, un léger sourire aux lèvres. Tante Clara, le serpent. Celle qui avait empoisonné l'esprit de ma mère avec des mensonges exagérés sur mes difficultés pendant 10 ans, alimentant le feu de notre rupture. « Faites-la monter, dis-je. » Tante Clara entra dans mon bureau, portant un grand panier de muffins importés. Elle regarda les murs en acajou, les œuvres d'art originales et la vue imprenable sur la ville, les yeux écarquillés par la cupidité et le calcul. « Oh, Arthur, mon cher et brillant neveu », roucoula-t-elle en s'avançant pour poser le panier sur mon bureau. « J'ai toujours su. J'ai toujours dit à ta mère que ce garçon était un génie. Tu verras. Je t'ai défendu pendant des années, Arthur. C'était si difficile de les voir te traiter si mal. Nous devrions nous revoir. Parlons de tes investissements. » Je ne lui proposai pas de s'asseoir. J'ouvris simplement mon tiroir du bas, sortis un épais dossier cartonné et le posai sur le bureau à côté de ses muffins. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, son faux sourire s'effaçant légèrement à la vue du dossier. « C'est une chronologie détaillée, dis-je calmement, me penchant en avant. Elle détaille chaque mensonge, chaque rumeur exagérée et chaque médisance toxique que vous avez rapportée à ma mère au cours des 10 dernières années concernant ma situation financière et ma vie personnelle. Vous ne m'avez pas défendu, Clara. Vous avez utilisé mes difficultés comme un divertissement. Vous vous nourrissiez du drame. Vous étiez l'architecte de notre rupture. » Son visage devint blême, sa bouche s'ouvrant et se fermant en silence. « Vous êtes définitivement banni de toutes les propriétés d'Azur Hospitality à travers le monde, dis-je d'une voix plate et dénuée d'émotion. Si vous tentez de me contacter ou de contacter un membre de mon entreprise à l'avenir, mes avocats déposeront une plainte pour harcèlement et diffamation qui videra votre compte de retraite, votre héritage et vos économies avant la fin de l'exercice fiscal. Prenez vos muffins et sortez de mon immeuble. » Elle saisit le panier, les mains tremblant violemment, et quitta presque en courant le bureau, la lourde porte se refermant derrière elle. Cet après-midi-là, je décidai que j'avais assez travaillé. Je quittai le bureau de bonne heure, pris l'ascenseur privé pour rejoindre le garage, montai dans ma Porsche et quittai la ville. Je conduisis sur la route côtière sinueuse. Je baissai les vitres, laissant la brise marine s'engouffrer dans l'habitacle, écoutant le rugissement du moteur alors que je poussais la voiture dans ses retranchements. Le soleil commençait à se coucher sur le Pacifique, peignant le ciel de magnifiques traînées oranges, roses et violettes. Je m'arrêtai sur un belvédère, sortis de la voiture et m'appuyai contre le capot chaud, regardant les vagues se briser contre les rochers en contrebas. Pour la toute première fois de ma vie, je me sentis totalement libre. Je ne fuyais plus rien, et je n'essayais certainement pas de prouver quoi que ce soit aux fantômes de mon passé. Le besoin désespéré de validation qui m'avait animé pendant 10 ans avait disparu, remplacé par une paix profonde. Je réalisais alors que la famille n'est pas seulement une question de sang ou de nom partagé. Le sang ne fait pas la famille. La loyauté, le respect et le soutien inconditionnel font la famille. Ma véritable famille était le chef Marcus, qui avait négocié avec les fournisseurs pour obtenir les meilleurs ingrédients quand nous étions fauchés. Ma véritable famille était Owen, qui se dressait comme un rempart contre quiconque tentait de me détruire. Ma véritable famille était constituée des milliers d'employés dévoués qui avaient bâti cet empire à mes côtés jour après jour. J'avais perdu une famille toxique et conditionnelle. Mais j'en avais bâti une véritable. Et j'avais construit un héritage que personne ne pourrait jamais me retirer. J'avais enfin trouvé la paix. Non pas dans leur pardon, mais dans ma propre force.
Le garçon à qui l'on prédisait l'échec était mort. L'homme qui possédait l'immeuble était bien vivant.